Nous appelons maintenant Philippe Châtelard de Lyon, qui va nous parler des aspects techniques des angioplasties carotidiennes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues, merci encore de votre invitation. C'est un vrai plaisir de venir parler dans votre académie. J'ai la mission de vous passer des images, si je puis dire, des aspects techniques de l'angioplastie carotide. Dès les années 2000, bien sûr, les cardiologues et on peut dire toute l'industrie s'est lancée sur le marché du stenting carotidien et s'est mis en compétition avec l'endartérectomie carotide, avec patch ici même, et les résultats ont tardé pour venir. Mais depuis quelques années, mais nous en parlerons secondairement, parce que le professeur Midi va l'évoquer après, depuis les 4 études prospectives randomisées, clairement, le gold standard pour une sténose carotide, c'est l'endartérectomie carotide. Alors aujourd'hui, quelle est la place de l'angioplastie carotide? Très certainement pas des indications liées au candidat, puisqu'il s'agit, dans certaines études cardiologiques, de patients âgés, de patients insuffisants cardiaques, tous ces patients qui sont gérés de façon chirurgicale habituelle, mais surtout d'indications qui sont de type anatomique, c'est-à-dire avec des lésions carotides contralatérales, avec des lésions carotides très haut situées, avec des lésions en tandem, des hyperplasies intimales après endartérectomie, des antécédents d'irradiation, c'est-à-dire des coups hostiles. Vous voyez ici une lésion en tandem avec une lésion haut située et une lésion de la bifurcation. Vous voyez ici une hyperplasie myointimale après endartérectomie, hyperplasie qui survient le plus souvent dans la première année, et puis bien sûr un coup hostile avec un couille qui a été irradié, une trachéostomie. Quelles sont pour nous et pour la plupart des auteurs, au moins des opérateurs, les contre-indications? Très clairement un thrombus flottant, qui est bien entendu vu en Doppler et en scanner. On ne doit pas faire des angioplasties de la bifurcation carotide quand il y a un thrombus, à telle enseigne que quand il y a des AVC d'origine carotidienne, quand la thrombolyse distale a été faite, le plus souvent le cathéter est laissé en place et on attend quelques instants pour pouvoir faire l'endartérectomie, pas une angioplastie au niveau de la bifurcation. Patients de plus de 70 ans, c'est très curieux parce que initialement on pensait que c'est les patients les plus âgés qui pourraient bénéficier de cette technique, mais en fait c'est les patients qui ont une navigation aortique, dont on reparlera dans quelques instants, qui sont le plus à risque d'embolie cérébrale à cause de cet athérome de la crosse. Les calcifications circonférentielles, très étendues, notamment plus de 10 mm de hauteur, justifient la réalisation d'une endartérectomie plutôt que de l'angioplastie, car la sténose ne pourrait pas céder. Et puis bien sûr les tortuosités parce qu'on imagine mal des guides et du matériel monté facilement dans ces boucles carotidiennes. Alors, quels sont les principes de l'angioplastie carotide? Eh bien, bien entendu, il faudra avoir un accès, c'est-à-dire rentrer dans le circuit artériel vasculaire. Le plus souvent, il est fémoral, il peut être cervical, nous en parlerons, ou radial. Il va y avoir une navigation intravasculaire, nous allons monter dans la crosse de l'aorte, cathétériser un ostium, l'ostium concerné, le TABC tout d'abord, la carotide commune s'il s'agit du côté droit, carotide commune gauche, bien entendu, si c'est à gauche. Avant d'engager le traitement avec mise en place d'un filtre en aval de la sténose, c'est-à-dire franchir la sténose, mettre le filtre, traiter la lésion. C'est une dilatation avec un stent, mais nous en parlerons, c'est d'abord le stent avant la dilatation, et puis bien entendu, après ce geste, il faudra fermer l'accès. Si je m'en réfère, nous allons parler des cardiologues, ceux qui connaissent le mieux tout ce qui est carotide et carotide intracrânien et vaisseau intracrânien, il s'agit des neuroradiologues. Et il est clair que si on veut apprendre une angioplastie carotide, il faut se référer à l'expérience de ces opérateurs qui sont tous les jours dans la carotide pour un accès et surtout dans les artères sylviennes. Alors comment se passe l'intervention? Eh bien, sous anesthésie locale et une sédation, ou une anesthésie générale, selon les habitudes, une vraie salle d'angiographie, voie fémorale, nous en avons parlé, et il faut un bilan géographique. Un bilan géographique qui va, bien entendu, explorer la lésion, c'est-à-dire confirmer la lésion préopératoire, échodoppler ou scannographique, et surtout un temps cérébral avant même le geste. Le stenting sera initial, avant de dilater, et il y aura un contrôle
bien sûr de la lésion traitée et du temps cérébral avant la fermeture de l'accès. Pourquoi je vous parle de l'imagerie? L'imagerie parce que les salles ont évolué. Au bloc opératoire, nous avons désormais des salles qui sont ISO 5. Ce sont des vraies salles d'opération avec de la place et surtout de vraie imagerie qui nous permettra de traiter des lésions de façon très très précise. Certains neuroradiologues pensent qu'il faut ne pas envisager d'angioplastie ou de s'entraîner à l'angioplastie carotide si on ne peut pas voir sur les clichés la naissance des lenticulos striés. C'est une notion de définition minimale pour dire je peux traiter une carotide par angioplastie. Je vous donne un exemple ici avec ce que l'on voit il y a encore 5 ou 6 ans avec des imageries standards et maintenant les nouvelles salles hybrides qui sont disponibles au bloc opératoire. Alors nous reprenons l'accès, nous partons plus souvent par voie fémorale, c'est sous contrôle scopique il y a quelques temps, mais maintenant il s'agit d'un contrôle échographique. Nous sommes sûrs de piquer sur l'étage de l'artère fémorale commune et pas dans une des branches, dans une zone qui ne sera pas calcifiée. Nous allons rejoindre l'aorte abdominale, puis viscérale, puis thoracique, naviguer dans la crosse de l'aorte et rejoindre le tronc supraortique concerné. Il s'agit ici du tronc brachocéphalique, puis d'un cathétérisme d'une artère carotide commune, et puis secondairement, mise en place du filtre en aval de la lésion, filtre qui est le plus souvent porté par le guide franchit la lésion, le filtre est ouvert, secondairement le stent est appliqué, et le ballon peut appliquer le stent de façon plus importante. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous voyez ici la lésion qui a été franchie, le filtre est ici, le stent est appliqué, le ballon est appliqué sur le stent. Ça, c'est le contrôle final de la lésion. Vous voyez un stent qui est appliqué ici. Ça a été publié ici même à l'Académie il y a quelques temps par une équipe brésilienne. Vous voyez le stent qui est appliqué, il y a encore la sténose, et après l'application du ballon, le stent fait désormais son effet d'appliquer la paroi. Le contrôle final, comme je vous en parlais il y a quelques instants, bien sûr, il s'agit de la lésion qui va être traitée, mais il s'agit également du temps distal artériel. Et c'est très important d'en faire un avant pour pouvoir voir, bien entendu, imaginer qu'il existe ou non une différence de vascularisation distale. Pour une exploration primaire, le temps veineux est important. S'il est harmonieux, on sait qu'il n'y a pas de gros défects artériels au préalable. L'environnement médicamenteux a été souligné il y a quelques instants. Il passe bien entendu par l'emploi de statine, d'une double antiagression plaquettaire, clopidogrel et aspirine le plus souvent, des grosses doses d'héparine qui ne sont pas neutralisées à la fin de l'intervention, l'atropine 0,5 à 1 mg lors de la dilatation à proprement parler, et puis bien entendu le contrôle de la tension artérielle. Là, nous allons y revenir. Pourquoi? À quoi s'appliquent la plupart du temps des gestes sur la bifurcation carotide, que ce soit d'angioplastie bien entendu ou de chirurgie? C'est le risque embolique, le risque d'hyperperfusion. Les complications cervicales sont essentiellement dues à un intravasculaire, au cathétérisme. Nous allons voir comment les prévenir. Pour lutter contre l'hyperperfusion, il est clairement établi que la tension artérielle doit être parfaitement stable, ne doit pas dépasser 160. Et on est amené à mettre en route des pouces-seringues d'antihypertenseurs, et ceci jusqu'à la normalisation. Et c'est d'autant plus vrai que si les patients sont hypertendus, il y a de grosses phases d'hypertension secondairement qui exposent à l'hyperperfusion. C'est pour ça que c'est pour nous un non-sens d'imaginer la chirurgie carotidienne en ambulatoire. Parce que tant que la tension artérielle n'est pas normalisée, c'est une très mauvaise idée de ne pas garder le patient tant que ce n'est pas réglé. Très rapidement, on vérifie quand même que l'antiagression plaquettaire est efficace. Vous voyez ici un exemple de bi-antiagression plaquettaire avec clopidogrel et aspirine, mais avec un stent qui s'est mis à se remplir avec un accident embolique secondaire, un test positif à l'inefficacité du clopidogrel pour lequel nous avons remplacé par le prazugrel. Alors, nous allons naviguer dans les vaisseaux, notamment la carotide. Comment prévenir l'embolie cérébrale? Comment prévenir tout cela pendant la navigation, dans un premier temps, et le cathétérisme?
Est-ce que le stent et le système de protection peut nous prévenir de tout cela? Tout d'abord, une chose importante, c'est ce que m'a appris Emmanuel Houdard, c'est que n'importe quel cathéter dans un vaisseau doit être lavé en permanence. On ne parle même pas d'anticoagulation, ça doit être lavé en permanence. N'imaginez pas que la protection par un filtre, quel qu'il soit, puisse vous apporter une sérénité totale. Lavez vos cathéters, vous êtes dans le circuit artériel et au fond, il y a cerveau. Qu'en est-il de la crosse de l'aorte, c'est-à-dire de la navigation? On peut bien imaginer que sur une crosse qui est très horizontale, avec des vaisseaux qui partent en biais avec un angle très aigu, eh bien la navigation va être importante, tout comme ici un tronc brachocéphalique, artériel brachocéphalique, qui va être difficile avec 1, 2, 3 courbures pour aller jusqu'à la carotide commune. C'est une navigation qui va être difficile, il faut l'appréhender avant le geste. Dans cette étude, il est retenu que sur plus de 200 patients, 10%, plus de 10% avaient une anomalie de l'arche aortique, et bien sur ces patients-là, il y avait 4 fois plus d'accidents emboliques cérébraux. Donc clairement, il y a un problème au niveau de la navigation, et sur ces patients-là, il faut pouvoir l'appréhender avant pour changer soit la voie d'abord, soit le traitement. Il en va de l'anatomie comme de la crosse aortique. Il y a des crosses qui sont faciles, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à perfuser. En dehors même de la structure à proprement parler, d'anatomie, les calcifications du dôme aortique, bien sûr, peuvent être à l'origine d'envol, et il est important sur le scanner, bien sûr, de voir la bifurcation carotidienne, mais également de voir le dôme aortique pour savoir si on prend des risques à cathétériser les ostiums. Je vous rappelle que les angiographies cérébrales qui avaient été réalisées en bilan préopératoire pour les carotides étaient à l'origine de 1,8 à 2% d'accidents, et c'est ce qui nous avait fait arrêter ces bilans angiographiques. Voici ici ce qui a été publié en 2009. En vert, vous voyez ici les situations favorables. C'est globalement une aorte non calcifiée et pas d'anomalie de l'arche aortique. Et vous voyez ici en rouge, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on multiplie toutes les complications qu'on peut avoir. Et tous ces éléments, on peut les obtenir avant l'intervention, notamment par le scanner. On peut changer la voie d'abord. C'est-à-dire que si on voit dans le cas de cette arche bovine qu'on doit traiter une carotide gauche, on peut très bien passer par une voie radiale qui éliminera un certain nombre de tortuosités et de risques emboliques durant l'approche. De la même façon, on voit ici qu'aborder cette carotide gauche sur une aorte très calcifiée ne paraît pas être une très très bonne idée, du moins par voie fémorale. Alors, il s'agissait de la crosse aortique. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir les emboles durant l'angioplastie, c'est-à-dire la mise en place du stent? Vous voyez ici qu'une fois que le cathéter est en place, le filtre franchit la région, et la sténose, et le filtre est mis en place, c'est-à-dire ouvert, pour prévenir les emboles qui devraient pouvoir partir éventuellement à la mise en place du stent et à la dilatation. Ça, c'est les stents qui sont habituellement utilisés. Et puis, vous avez également un autre système de filtre d'occlusion proximale, c'est-à-dire que la carotide commune, la carotide externe sont clampées, et en fait, le flux part dans l'autre sens, est récupéré et réinjecté un petit peu plus loin. Nous en parlerons dans un instant. Vous voyez ici un exemple de matériel qui a été récupéré dans un filtre. C'est pas si fréquent. Vous voyez ici tout un tas de filtres qui sont utilisés. Le plus souvent, ils sont dépendants du guide qui a franchi la lésion. Et l'autre système dont on a parlé il y a un instant, il est mis en place ici. Le sang est récupéré, filtré, réinjecté dans la veine fémorale. C'est donc, vous voyez, c'est un geste qui devient un petit peu plus complexe. Est-ce qu'il y a un autre moyen, à part les filtres, pour dire je ne veux pas d'embolisation? Alors oui, on utilise un stent, c'est sûr, pour éviter les dissections, parce que le ballon va créer très probablement une dissection. Il faut prévenir le recoil de la plaque, mais il faut prévenir surtout l'athérome durant l'angioplastie, mais surtout après. Après, parce que la plaque est toujours là. Et nous allons le revoir dans un instant, ça va dépendre de quantité de choses. La première, ça c'est tous les stents qui sont possibles, celui-ci est celui qui a été très probablement le plus utilisé dans toutes les études qui ont été publiées. Voilà, il faut contenir la plaque qui est ici. La plaque a déjà été montrée par Jean-Baptiste Rico tout à l'heure. C'est une plaque, certes, qui rétrécit la lumière, mais surtout qui est très emboligène. Et sur une coupe transversale, sur un schéma, on voit qu'à travers les mailles du stent, eh bien, le matériel lathéromateux, la plaque peut ressortir et peut bien sûr emboliser secondairement.
Alors, deux conditions pour un stent efficace. La première, c'est qu'il faut que le stent ne soit pas à cellules ouvertes, parce que dès qu'il y a une courbure, ben voilà ce qui se passe. Vous voyez ici que le stent part dans la carotide externe avec une protrusion des cellules qui sont ici et n'assure pas la couverture complète de la plaque. Et la deuxième chose, c'est que plus les plaques sont larges, et bien plus le risque de voir la plaque passer à travers l'émail est important. Vous voyez ici le carotide stent dont on parlait il y a un instant. Est-ce qu'on peut faire mieux? Alors probablement, parce que vous voyez ici la taille des pores, des cellules, et vous voyez ici la taille des pores actuels sur les trois prothèses qui sont actuellement proposées sur le marché, qui ne sont pas encore validées de façon complète. Eh bien, ce sont des pores entre 150 à 200 microns qui permettent de laisser bien entendu passer le sang pour la carotide externe, mais empêchent la plaque de poursuivre sa progression à l'intérieur de la lumière. Et ici, un exemple de lésion effectivement hétérogène, assez étendue, avec une prothèse, c'est une prothèse stéréo. Vous voyez ici le schéma, qui laisse persister le flux sur la terre carotide externe. J'aimerais conclure comme ça. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'avant de discuter d'angioplastie carotide, il faut très probablement appartenir ou travailler dans un centre sur lequel la pathologie carotidienne est connue, à la fois sur la prise en charge, c'est-à-dire médicale, une réanimation, très probablement l'environnement cardiovasculaire, donc suffisamment de carotide traitée et vue pour pouvoir envisager l'angioplastie. La deuxième chose, on ne s'improvise pas angioplasticien carotide comme on le fait pour les membres inférieurs, le risque est important. Et ça nécessite très probablement un bagage technique qui, à mon sens, est le mieux enseigné par les neuroradiologues que par les cardiologues, qui sont bien sûr très agressifs, mais qui pensent pouvoir, parce qu'ils vont dans une interventriculaire postérieure, pouvoir aller dans la réticulostriée. Ce n'est pas du tout la même artère, ce n'est pas la même structure, ce n'est pas la même navigation, nous ne sommes pas formés pour ça. Troisième chose, et ça c'est important, et je pense qu'il faut vraiment avoir une imagerie de qualité. Je vous remercie. Pour le commentaire. Je reste ici. Oui, donc nous avons eu une description exhaustive de cette technique chirurgicale qui, comme il a été montré, était essentiellement dépendante de la qualité du matériel. Au début, il n'y avait pas de matériel qui était dévolu à cette technique d'angioplastie. Il a fallu continuer d'inventer des stents, il a fallu inventer des systèmes pour éviter l'embolisation. Et donc, on est, en dehors des indications qui est un autre problème, devant effectivement une technique qui est extrêmement matérielle dépendante et effectivement aussi, il faut en avoir l'expertise dans la navigation. Alors, je souhaiterais poser une question au docteur Châtelard, deux questions. La première, c'est qu'en est-il de l'anesthésie vocale? Est-ce que c'est des procédures qui conseillent sous anesthésie vocale ou anesthésie générale? Dans la mesure où l'anesthésie vocale a été défendue par la chirurgie conventionnelle carotidienne pour voir ce qui s'est passé au moment du clampage et la tolérance au clampage. Et là, on n'est pas dans cet état de choses, puisque le clampage, l'occlusion carotidienne dure très peu de temps. Le risque dans l'angioplastie carotidienne est à l'embolisation, mais elle n'est pas à l'interruption du flux qui dure que quelques secondes. Voilà la première question. Donc, quelle est la place de l'anesthésie locale? Est-ce qu'il y a encore une place pour l'anesthésie locale dans ces procédures? Et deuxièmement, pour la protection de l'embolisation, les filtres que l'on a jusqu'à présent, qu'on avait jusqu'à présent, n'ont pas fait la preuve, je pense, de leur efficacité sur les études de la bibliographie. Et est-ce qu'il est licite d'en mettre, sachant que dès qu'on met un filtre, il faut passer la lésion en dehors, et donc il y a un risque embolique, en dehors de ce nouveau système avec inversion de flux qui paraît beaucoup plus physiologique pour éviter cette embolie. Merci Dominique pour ces questions. Si je peux apporter quelques précisions, je crois qu'il n'y a pas de consensus en matière d'anesthésie pour la chirurgie carotidienne, tout comme l'angioplastie carotidienne.
Il s'agit d'une neovascularisation. Tu as parlé du risque hémodynamique, c'est-à-dire au temps de clampage. Il y a très peu de clampage, puisque le ballon va être gonflé moins d'une minute. Le stent, il n'y a pas d'obstruction de la lumière carotidienne. Donc il s'agit essentiellement d'un risque embolique. Si ça doit être fait sous anesthésie locale et sédation, il faut être fin neurologue pour pouvoir repérer s'il y a des petites choses qui ont disparu là-dessus. Je dis ça parce que quand j'étais à la Rivoisière pour apprendre tout ça auprès d'Emmanuel Houdard, je ne suis pas sûr qu'on ait le bagage à la fois neurologique et neuroradiologique pour pouvoir répondre à ces questions. Je pense qu'il faut faire comme la chirurgie carotidienne, faire un contrôle. Et je voudrais développer un tout petit peu la question qui a été initiée tout à l'heure à propos des centres de neuroradio. À la question posée, et si sur le contrôle final, il manque une artère? Ça peut arriver, vous faites le contrôle, il vous manque un morceau d'artère, un morceau de sylvienne. Eh bien, s'il est sous anesthésie locale, il parlera très vite, enfin, c'est le cas de le dire, la lésion va être symptomatique. Si il est sous anesthésie générale, vous ne verrez pas, mais sur le contrôle, dans les deux cas, vous verrez cette lésion. La conclusion, elle est multiple. La première, vous laissez votre introducteur en place. Vous n'avez pas le droit de naviguer en intracrânien de façon médico-légale. D'abord parce que nous ne sommes pas formés, parce que les types qui y vont, ils y vont tous les jours. Et on a évoqué tout à l'heure le stent retriever, le ballon, la thrombolyse distale, etc. C'est une affaire de neuroradiologue. C'est excessivement complexe et il n'y a pas lieu de le faire. L'introducteur est en place, c'est eux qui sont joints et c'est eux qui prennent en charge ça. Et ils vont vous demander sur quel secteur il vous manque des artères. Si c'est sur M1, et là ils ont toutes les chances de pouvoir pratiquer un geste agressif. Si c'est très distal, vous pouvez vous retrouver comme des AVC qui sont très distaux sur lesquels il n'y a rien à faire. Mais je veux dire par là que ce soit local ou général, la complication qui survient, c'est-à-dire il y a eu un embol, vous avez l'enjeu de ce qui vous le montre, eh bien, la question sera neuroradiologie. La seconde chose, c'est à propos des stents. Des systèmes de protection. Oui, sur ces filtres, aucun n'a prouvé effectivement son efficacité, le bien fondé d'utilisation. Il vaudrait mieux en utiliser un. La meilleure protection, c'est vous éparinez, vous lavez vos cathéters. Je vous rappelle que quand il y a des tortuosités, le filtre ne prévient pas parce qu'il va être de travers, il ne pourra pas convenir comme un filtre cave, il ne pourra pas attraper tous les débris qui vont partir. Et le filtre, à proprement parler, n'est pas la sécurité maximale. Et on a parlé des filtres qui franchissaient la lésion, mais on peut parler également des filtres de réversion de flux qui ne sont pas non plus le garant de toute embolie distale. Merci Philippe, je crois. Peut-être une question d'abord. Oui. Comment définis-tu la formation minimale d'un chirurgien vasculaire pour devenir, en toute sécurité, un bon angioplasticien carotidien? Le training en temps passé, en nombre d'interventions assistées, performées par le chirurgien lui-même, etc. Alors, avant de parler d'heures et de temps, je pense qu'il faut apprendre l'artériographie cérébrale, donc la navigation, l'artériographie cérébrale, et ensuite l'angioplastie. L'angioplastie, c'est finalement ce qu'il y a de plus simple. Parce que, en fait, naviguer, faire avec des guides 014, finalement, on a l'habitude parce qu'on reste en dehors du crâne. Par contre, repérer ce qu'il y a dans le crâne, repérer ça, c'est plus difficile. La navigation et ça est plus difficile. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il faut passer au moins un mois dans un service qui peut être réparti en plusieurs fois, mais au moins un mois dans un service de neuroradiologie qui sont plus à même de l'apprendre. Après, on peut apprendre des trucs avec les cardiologues, parce qu'il y en a qui sont effectivement très techniques, très doués. On se parle franchement, il n'y a pas de... Mais je pense que le meilleur garant, c'est un grand service de neuroradio. Oui, un mois. Merci Philippe, je crois qu'on va avancer. Je voulais dire quand même qu'il y a, pour répondre à cette question, Berthold, il y a peu d'indications dans la plastique quotidienne, donc c'est un deuxième problème.